d'autres tombent en ruine, sont laissés à l'abandon, parfois leur mobilier est dispersé sans que personne s'y oppose. Alors la question, est-ce que notre patrimoine est en danger? Avoir un château aujourd'hui, est-ce possible sans avoir une immense fortune? Bref, la vie de château, est-ce vraiment une sinécure ou un vrai casse-tête? Pour en parler aujourd'hui, dans Droit de Suite, Georges de Grandmaison, président de l'association des vieilles maisons françaises. Il considère que les lois ne facilitent pas toujours les choses pour les châtelains et nous parlera des problèmes qu'ils rencontrent. Marie-Vonne de Saint-Pulgent est directrice du patrimoine au ministère de la Culture. Et elle nous expliquera les moyens de l'État pour protéger ce patrimoine. Et puis pour cause de neige, ils seront avec nous par téléphone. Michel Guyot, il s'est fait une spécialité du rachat de châteaux. Et Richard Urbain, qui est propriétaire du château de Sarzay, dans l'Indre. Il a eu des problèmes avec la justice parce qu'il a rénové un château qui tombait en ruine. Le problème... C'est maintenant l'exemple d'un autre châtelain, entre guillemets, Richard Urbain, à Sarzay, dans l'Indre. Alors lui, il a rénové un château, mais il a eu des problèmes à l'administration, ça a été jusqu'à la justice. Regardez. Forteresse médiévale du XVe siècle, le château de Sarzay est devenu en 1982 la propriété de Richard Urbain. Depuis 12 ans, cet agent EDF dépense toute son énergie, son temps et ses ressources pour sauver son bien, trouvé dans un état pitoyable. Aujourd'hui, le propriétaire du château de Sarzay est une nouvelle fois convoqué au tribunal correctionnel de Châteauroux pour s'expliquer. On lui reproche d'avoir effectué des fouilles et des travaux de restauration sans avoir obtenu une autorisation préalable de l'architecte des bâtiments de France. Le principal grief de l'administration à l'encontre de Richard Urbain concerne les douves du château que ce dernier a déblayées puis réhabilitées. Pour appuyer sa défense, Richard Urbain a expliqué que l'administration l'avait négligé et méprisé et que s'il devait attendre les autorisations nécessaires, le château serait aujourd'hui en danger. Pour le soutenir dans sa démarche, 2 témoins avaient fait le déplacement, parmi lesquels une historienne d'art. Voilà quelqu'un qui sauve notre patrimoine et de façon admirable, avec beaucoup de goût, enfin pour des raisons personnelles. Il y a comme ça des génies qui se révèlent. Ils peuvent être releveurs de compteurs et avoir le génie absolu de la restauration. Monsieur Urbain aurait dû avoir une école, avoir formé des élèves. Ce sont des choses qui nous manquent terriblement à l'heure actuelle. Au Japon, Monsieur Urbain serait trésor national vivant et on lui confierait des élèves à former. De son côté, son avocat plaidait la relaxe de son client, expliquant que le délit reproché n'est pas caractérisé. Quand un représentant de la direction du patrimoine lui-même vient dire qu'il n'y a pas de budget pour maintenir tout le patrimoine en vie et il faut faire des choix, eh bien quand un particulier sauve un monument, eh bien il faut l'aider plutôt que de le montrer du doigt. Quant à l'intéressé, il paraissait plutôt serein et confiant, mais rien n'est gagné. Le jugement a été mis en délibéré le 21 février prochain. Vous savez, à la fin, je vais finir par perdre ma passion. Je peux mettre ma passion dans autre chose. S'il faut que je fasse rien au château, je ne ferai plus rien. Je ne vais pas dire que je vais remettre les cochons au rez-de-chaussée et le poulailler dans la chapelle comme avant que j'arrive, mais pourquoi pas. C'est un reportage de Bérénice Dufay et Emmanuel Hunsinger. Richard Urbain, bonjour. Oui, vous êtes bonjour. Par téléphone depuis l'Indre. Alors le verdict du procès dont on vient de parler, c'est cet après-midi. Vous parliez de l'état dans lequel vous aviez trouvé ce château. Comment il était quand vous l'avez racheté? Eh bien écoutez, il se visitait depuis 5 ou 6 ans. Mais on ne visitait que le rez-de-chaussée et les combles. Et les étages étaient fermés à clé. Et le rez-de-chaussée avait encore le ciment de la porcherie avec les rigoles à purin. Et la chapelle qui était condamnée servait de poulailler. D'accord, donc c'était complètement abandonné, utilisé comme cour de ferme en fait, ce château. Voilà, il servait aux paysans et il n'avait aucune autre utilité au point de vue patrimoine, si vous voulez. Et pourquoi vous l'avez racheté et comment vous avez pu le faire? Est-ce que vous aviez une fortune personnelle? Non, moi je l'ai acheté parce que j'avais soif de découvrir autre chose que ce que je vivais en banlieue parisienne et j'étais attiré par les vieilles pierres depuis très longtemps. C'est quelque chose qui coûte cher, un château de ce type? J'ai acheté le château 700 000 francs. C'est le prix de mon pavillon que j'ai vendu à Montfermeil. Et bon, on a eu des difficultés quand même parce qu'il a fallu emprunter, il a fallu vendre la maison, ça a été difficile. Mais tout s'est résolu et l'audace qu'on a pu avoir pour faire ce qu'on a fait a été récompensée. Vous faites quoi comme métier, Richard Urbain? Alors je travaille toujours à l'EDF et bon, j'ai sacrifié ma carrière professionnelle, mon déroulement de carrière du fait de mes goûts et je me suis retrouvé releveur de compteur pour avoir une mutation dans l'Indre et voilà. Marie-Vonne de Saint-Pulgent, c'est quand même un bel exemple de passion quand même. L'État n'a pas l'air d'être extrêmement favorable à ça puisqu'il l'a conduit à la justice.
Écoutez, il est d'usage de ne pas commenter les affaires de justice, surtout quand elles sont en délibéré. Donc je ne peux pas faire de commentaires sur cette affaire, d'autant plus qu'elle a été gérée par entre la passion et le non-respect de règles, l'État est extrêmement clair. Si on ne respecte pas les règles, tant pis. Ce genre d'incident est extrêmement rare. Nous n'avons pratiquement pas de contentieux sur l'application de la loi sur les monuments historiques. Nous avons un peu plus de contentieux sur l'application de la loi sur les fouilles. Et or, M. Urbain n'a respecté aucun de ces deux textes. Mais en même temps, ce château tombait totalement en ruine avant qu'il intervienne. Bien entendu, et il faut le féliciter d'avoir pris en charge ce château. Il aurait été souhaitable qu'il respecte en même temps les textes. C'est ce que font la quasi-totalité des propriétaires. Richard Urbain, vous disiez tout à l'heure que vous alliez peut-être perdre votre passion avec tout ça. Est-ce que c'est vrai ? Si on m'empêche d'agir, écoutez, moi je vais pas être constamment avec le couperet au-dessus de la tête en disant « Oh, monsieur Urbain, vous avez vu avec une truelle ?» Ou alors là, vous y loupez pas, hein. Bon, ça c'est pas possible. Par contre, je voudrais répondre à Madame de Saint-Pulgent là, qui dit que les fouilles, vous savez, je suis pas un imbécile. Hein. Moi, je me suis intéressé à l'archéologie depuis très longtemps. J'ai les numéros d'Archéologia depuis les années 60 et dans les douves, je n'ai fait que curer la décharge qui a été mise pendant 100 ans. Alors que le château est classé depuis 1912, il a servi de décharge jusqu'à 1983 quand je l'ai acheté. Richard Urbain, merci. En tout cas, aujourd'hui... Justice encore. Richard,